Le 12 juillet à 9h43 5h12 du matin. Le soleil n'est pas encore levé. Les collines près de Smolensk, dans l'ouest de la Russie, sont encore enveloppées d'un brouillard et du murmure silencieux de la peur. Dans la vallée en contrebas, 3 unités soviétiques, 2 sections d'infanterie et un détachement d'artillerie légère se retrouvent prises comme des poissons dans une nasse. Elles se sont repliées dans ce qu'elles croyaient être une poche défensive. C'est devenu un piège mortel. Les divisions de panzers allemandes resserrent leur étau de part et d'autre. Les rafales de mitrailleuses résonnent en écho dans la brume, tandis que la radio grésille transmettant le dernier ordre du quartier général « Tenez la position, n'engagez pas le combat, renfort en route ». À l'intérieur de son char 34, le lieutenant Alexei Voronov regarde l'obus fumigène qu'il tient dans sa main. Il n'est pas censé l'utiliser ni maintenant ni sans autorisation. Le règlement qualifie cela de gaspillage, le commandement d'insubordination. Mais les hommes là, dehors ces hommes, sont à court de temps. Si les Allemands achèvent leur encerclement, ils seront tous massacrés ou faits prisonniers avant même le lever du jour. Le cœur de Voronov bat à tout rompre alors qu'il jette un regard à son tireur. « Un seul tir », dit-il doucement. « C'est tout ce dont nous avons besoin. » Et à cet instant, sans ordre, sans soutien et sans aucune garantie, il appuie sur la détente libérant un obus fumigène qui mettra fin à sa carrière ou sauvera plus de 200 vies. L'ingénieur devenu chef de char, le lieutenant Alexei Voronov, n'était pas né pour la guerre. Si vous lui aviez demandé en 1939 ce qu'il comptait faire de sa vie, il aurait parlé de construire des ponts. Il était étudiant en 3e année à l'Institut de génie civil de Moscou, obsédé par les plans et l'harmonie mécanique de l'acier et du béton. Concevoir un pont suspendu, avait-il écrit un jour à son père, c'est comme soumettre la nature à la volonté de l'homme à l'aide de chiffres et d'acier. Mais la guerre est arrivée. Après l'invasion allemande de juin 1941, Voronov s'est rendu au bureau de recrutement non par désir de se battre, mais parce qu'il ne pouvait imaginer rester à l'écart. Il s'est porté volontaire pour les troupes blindées, non par bravoure mais parce qu'il faisait plus confiance aux machines qu'aux hommes. À l'été 1943, Voronov se trouvait près de Smolensk, au cœur de l'offensive estivale. Âgé de 24 ans, il commandait un équipage de 34, rattaché à la 153e division de fusiliers. La division avançait vers l'ouest, repoussant les forces allemandes, mais le haut commandement allemand n'était pas prêt à céder. Début juillet, le feldmaréchal Günther von Klug ordonna l'opération Wirbelwind, tourbillon, une contre-attaque surprise conçue pour percer les lignes soviétiques, reprendre un nœud de transport clé et enfermer les unités en progression dans une poche. Le coup principal visait les hauteurs près de Smolensk, une petite ville endormie sur les collines, avec des routes stratégiques menant dans 5 directions. C'était un pari désespéré. Les Allemands avaient perdu une grande partie de leur soutien aérien. Le carburant était rare. Leur puissance blindée était réduite à quelques divisions d'élite, dont la redoutable 3e division Panzer SS Totenkopf et la 17e division de Panzer Grenadier. Les troupes soviétiques venaient d'établir un front fragile près de ces hauteurs. 3 unités, le détachement de chars de Voronov, une section de la compagnie K et un groupe avancé d'observateurs d'artillerie avaient reçu l'ordre de tenir une crête au sud-ouest de la ville. Les ordres étaient simples, tenir et attendre. Des renforts étaient attendus dans les 24 heures, mais la guerre n'attend pas. Dans la nuit du 11 juillet, sous le couvert de l'obscurité et d'un épais brouillard, les blindés allemands commencèrent à avancer. Au matin du 12 juillet, les combattants soviétiques sur la crête réalisèrent qu'ils ne tenaient plus une hauteur. Ils étaient dans un creux encerclé. Les radios crépitaient de messages paniqués. Des panzers allemands coupaient la route ouest. L'infanterie approchait par le sud. Au nord, l'artillerie pilonnait toute unité soviétique tentant de se repositionner. Il n'y avait plus d'issue, seulement le sentiment suffocant que quelque chose avait terriblement mal tourné. À l'intérieur du 34, Voronov s'efforçait de garder son équipage calme. Il y avait son tireur, le soldat Dmitri Sokolov, un gars de la campagne tranquille près de Ryazan. Son chargeur, le sergent Pavel Ignatov, un homme à tout faire. Son mécanicien conducteur, l'adjudant Mikhail Belov d'Odessa, qui jurait comme un charretier et conduisait comme un pilote de course. Et son opérateur radio, le soldat Semyon Kuznetsov, un jeune de 10 à 9 ans de la région de Voronej, qui n'avait pas prononcé une phrase complète depuis 2 jours. Ils n'étaient pas des héros ni des commandos. C'étaient 5 jeunes hommes à l'intérieur de tonnes d'acier,
avec un canon de 66 mm et une poignée d'obus, y compris une chose qu'on leur avait ordonné de ne jamais utiliser sans permission explicite, unique obus fumigène au phosphore blanc. Il était destiné à masquer une retraite ou à marquer des positions ennemies pour l'aviation. Mais sur l'insistance de Voronov, il le gardait dans leur atelier juste au cas où. Si jamais nous sommes dans le pétrin, leur avait-il dit quelques semaines auparavant, il faudra peu être enfreindre le règlement. Ce pétrin était arrivé. Les blindés allemands se déplaçaient vite. Les renseignements avaient sous-estimé la vitesse de la contre-attaque. Le commandement était silencieux depuis 10 minutes. Le seul message que Voronov avait reçu était « N'engagez pas le combat sauf si attaqué. Tenez la position ». Mais cette position se rétrécissait à chaque minute. Voronov voyait des fantassins soviétiques se replier de la forêt vers son char. Certains étaient blessés, l'un portait un autre sur son dos. Ils se dirigeaient tous vers une route qui n'existait plus, coupée par des forces allemandes qui étaient maintenant presque à portée de vue. Voronov regarda l'obus marqué « DBF », Dimovoy Belly phosphore fumigène au phosphore blanc. Sa main s'arrêta un instant au-dessus. Ce qu'il s'apprêtait à faire était contraire au règlement, mais se dit-il mourir encerclé par des chars en flammes l'était aussi. L'encerclement se referme. À 5h30, le brouillard qui couvrait la vallée commençait à se dissiper, mais pas assez pour apporter la clarté. La visibilité restait inférieure à 200 mètres. Les arbres se dessinaient comme des fantômes. Les ombres bougeaient de manière étrange. Chaque crissement de gravier ressemblait au grincement des chenilles d'un char. Les hommes de la compagnie K positionnés au sud de Voronov étaient maintenant complètement exposés. Un détachement de reconnaissance allemand avait trouvé une brèche dans la défense pendant la nuit et avait percé plus vite que prévu. En 30 minutes, ils prirent le contrôle de la route ouest, coupant la seule voie de retraite naturelle pour les troupes soviétiques sur la crête. Ces hauteurs n'étaient plus une position avancée. C'était devenu une souricière. Dans la coque exiguë du 34, Voronov écoutait les communications radio. C'était le chaos. Un appel provenait d'un observateur d'artillerie avancé. On est pilonné par le sud. Multiples véhicules. Demandons soutien-feu. Une autre voix criait « Ils sont dans les arbres. Je répète, ils sont à l'intérieur de la lisière de la forêt. » La réponse du commandement était d'une froideur glaciale. Soutien-feu refusé. Risque de tir trop élevé. Maintenez la position. Renfort en route. Voronov baissa le volume. Il regarda dans son périscope, scrutant le terrain. Dans la lisière de la forêt à l'est de leur position, il vit du mouvement. Des chars, pas des nôtres. Des silhouettes courtes et trapeux de Panthers. À 2 heures, dit-il. 3 peut être 4. Ils approchent. Dmitri Sokolov, le tireur, fit pivoter la tourelle suivant la cible. Ignatov avait déjà préparé le prochain obus perforant. « On tire » demanda Ignatov. Voronov hésita. L'ordre était de ne pas engager le combat sauf si attaqué. Puis la première explosion retentit. Un obus allemand frappa la position des observateurs d'artillerie à 200 mètres au sud. Des boules de feu et des cris suivirent. Il ne pouvait y avoir d'erreur. Le combat avait commencé. « Ripostez » cria Voronov. Sokolov appuya sur la détente. Le canon du 34 aboya. Un des Panzers encaissa l'obus en plein flanc et s'embrasa. Les autres se dispersèrent et ouvrirent le feu à leur tour. Le char fut violemment secoué. La terre explosait tout autour d'eux. Un obus tomba à 3 mètres, arrosant le blindage de boue et d'éclats. La radio grésilla de nouveau, cette fois d'un agent de liaison. Le commandement a perdu le contact avec le 1er bataillon, position compromise. Les unités doivent se replier sur la ligne rouge. Je répète, repli. Voronov se figea. La ligne rouge était à l'ouest vers la route, maintenant contrôlée par les Allemands. Merde, marmonna Mikhaïl. Il nous ordonne de nous replier par une route qui n'existe plus. À l'extérieur du char, l'infanterie soviétique bougeait déjà. Ils se repliaient en groupe, traînant leurs blessés, criant pour des infirmiers. Il n'y avait pas de formation, pas de structure de commandement. C'était une déroute au ralenti, entravée par la brume, le feu et la confusion. Les troupes allemandes commencèrent à apparaître sur le versant sud. Les mitrailleuses se déchaînèrent, des hommes tombaient. Quelqu'un riposta avec une mitrailleuse légère d'Egtiariov, mais ce n'était pas suffisant. Les Allemands gagnaient du terrain. Voronov le voyait clairement maintenant. Dans moins de 10 minutes, l'ennemi fermerait la pince sud. L'encerclement serait complet. Si cela se produisait, personne ne sortirait vivant de cette crête. Ses mains se crispèrent sur la trappe. Il examina le terrain.
La seule issue possible était maintenant plein ouest. Mais les blindés allemands bloquaient cette voie. Et pourtant autre chose attira son attention, le vent. La fumée du Panzer en feu dérivait vers l'ouest, en direction des positions allemandes lentement mais sûrement. « Ignatov, dit Voronov, tu as encore cet obus fumigène. » Le sergent hésita. « Celui au phosphore, oui, camarade lieutenant. Nous n'avons pas le droit de l'utiliser. »« Sans. Je sais ce que dit le règlement. » Voronov se tourna vers le reste de l'équipage. « Nous allons leur donner une chance. Un seul tir, c'est tout. Nous tirons cet obus à l'ouest, créons un mur de fumée. Ils ne verront peu, être pas ce qui bouge à travers. S'ils hésitent, ne serait-ce qu'une minute, nous pouvons faire sortir ces gars. » Mikhaïl haussa un sourcil. « Et s'ils n'hésitent pas ?» Voronov soutint son regard. « Alors nous aurons gagné du temps, rien de plus. » Une longue pause s'installa. Puis Ignatov hocha la tête. « Je charge le phosphore blanc. » Pendant que le chargeur enfournait l'obus dans la culasse, Sokolov ajustait l'angle de tir. Voronov entr'ouvrit sa trappe et observa le champ de bataille. Des soldats blessés rampaient, d'autres tentaient de traîner des radios ou des caisses de munitions, et derrière eux la mort approchait sur des chenilles d'acier. Il murmura plus pour lui-même que pour quiconque, « Faisons un peu de bruit. » Une idée folle. Un obus fumigène interdit. L'obus au phosphore blanc n'a jamais été conçu pour cela. Officiellement, les obus fumigènes servaient à masquer les mouvements de troupes ou à désigner des cibles pour des frappes aériennes, pas pour le combat direct. Et certainement pas sans autorisation. Le phosphore blanc brûlait intensément, se propageait rapidement et ne faisait aucune distinction entre l'ennemi et l'allié. Entre des mains inexpertes ou avec un vent capricieux, il pouvait se transformer en une arme de désorientation massive ou pire. Voronov savait tout cela. Et pourtant, alors que les Allemands se rapprochaient et que les cris des blessés résonnaient à ses oreilles, il ne voyait qu'une seule chose, le temps manquait. « Feu », dit-il. Sokolov n'hésita qu'une fraction de seconde. Le canon recula avec un bruit sourd. L'obus au phosphore blanc siffla sortant du canon et explosa en l'air à seulement 50 mètres à l'ouest de leur position. En quelques secondes, une épaisse fumée grise commença à se déverser sur le terrain tel un rideau tombant sur une scène. Le vent miséricordieusement stable la porta directement sur la trajectoire d'avancée des Allemands. Le champ de bataille changea instantanément. Les Allemands, voyant ce mur soudain de fumée impénétrable, stoppèrent leur progression. Les chars s'immobilisèrent, l'infanterie se figea. Dans leurs jumelles, ils ne voyaient presque rien. Le mouvement des troupes soviétiques était devenu invisible, et cette invisibilité, même temporaire, fut suffisante. « Bougez !» cria Voronov dans la radio. Toutes les unités vers l'ouest maintenant utilisaient la fumée. « Allez !» Sur la crête, les unités soviétiques dispersées reçurent le message. Des fantassins bondirent de leurs abris et commencèrent à courir vers le versant ouest. Des infirmiers saisirent des brancards. Des artilleurs abandonnèrent leur équipement, attrapant leurs fusils et s'entraidant à travers la brume. Certains portaient des blessés, d'autres couraient simplement. À l'intérieur du 34, Voronov fit pivoter légèrement la tourelle. « S'ils tirent à travers, nous riposterons, mais seulement s'ils tirent les premiers. Nous entretenons l'illusion. »« Quelle illusion ?» demanda Ignatov. « Que nous avions prévu tout ça, » répondit sombrement Voronov. Du point de vue allemand, le champ de bataille avait sombré dans l'obscurité. L'apparition soudaine de fumée, là où il n'y en avait pas juste au moment où les troupes soviétiques commençaient à disparaître, sonna l'alarme. Certains commandants allemands craignaient une contre-attaque. D'autres pensaient que c'était une couverture pour un barrage d'artillerie ou une frappe aérienne. En réalité, ce n'était que 5 hommes dans un char jouant avec la direction du vent et les peurs. Pendant 90 secondes, rien ne bougea. Et en ces 90 secondes, la majorité des troupes soviétiques restantes sur cette crête disparurent dans la fumée et atteignirent la ligne arrière. Voronov observait la retraite avec une précision clinique. Chaque fois qu'il voyait un casque apparaître, il comptait les secondes jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière le voile. Personne ne tirait maintenant, ni les Allemands ni les nôtres. Même le char semblait retenir son souffle. Puis soudain un coup de feu. Une mitrailleuse allemande ouvrit le feu depuis le flanc gauche, tirant dans la fumée. Prise de panique, une seconde mitrailleuse la rejoignit. Puis le canon principal d'un Panzer aboya, tirant à l'aveugle dans le brouillard. Voronov prit une décision instantanée. Riposte. Feu de suppression uniquement. Tirer près des éclairs de départ. Qu'ils pensent que nous sommes toujours en défense. Sokolov obéit. Le 34 rugit à nouveau cette fois, en lançant un obus explosif dans le bosquet, où dansaient les lueurs des tirs.
Le résultat, une boule de feu de la fumée. Encore plus de chaos. Les Allemands s'arrêtèrent de nouveau peu enclins à se jeter dans ce qui pouvait être une défense soviétique à grande échelle. Derrière l'écran de fumée, près de 200 soldats soviétiques s'étaient échappés. Le pari avait réussi. Voronov expira pour la première fois depuis ce qui semblait être des heures. La sueur coulait dans son cou, ses doigts tremblaient. L'équipage entier était silencieux. « Tu penses que le commandement va apprécier ce qu'on vient de faire ?» demanda finalement Belov. Voronov ne répondit pas tout de suite, puis il eut un sourire las. « Je pense que le commandement appréciera que nous soyons en vie. C'est tout. On y va. » La course à travers la fumée. Au début, personne ne bougea. La fumée roulait sur le champ de bataille, comme une créature vivante engloutissant tout sur son passage. Pour certains soldats, cela ressemblait à un piège trop pratique, trop soudain. Pour d'autres, c'était l'espoir enveloppé dans un linceul gris. Puis quelqu'un cria « Il nous couvre. Allez bouger. » Ce fut suffisant. Toute la crête se mit en mouvement. Des dizaines de fantassins soviétiques jaillirent de leurs abris et se précipitèrent vers l'ouest dans le brouillard. Certains boitaient, d'autres portaient des blessés sur leurs épaules. Quelques-uns ne s'arrêtaient que pour jeter l'équipement superflu, casques, sacoches de munitions, tout ce qui les ralentissait. La fumée était épaisse, âcre et brûlait les poumons. Mais elle leur donnait aussi quelque chose qu'ils n'avaient pas ressenti depuis l'aube, une chance. Un par un, les détachements se glissèrent dans le voile. Ce qui n'était il y a quelques minutes qu'une retraite figée et désorganisée se transforma en un exode coordonné. Et le 34 de Voronov se tenait à sa lisière, dernier gardien visible avant le vide. « Continue de faire tourner la tourelle », ordonna Voronov. « Qu'ils pensent que nous couvrons tout le monde. »« Combien de munitions ?» demanda Ignatov. « 4 perforants, 2 explosifs, 0 fumigène, » répondit Sokolov. « Assez pour bluffer et avoir l'air dangereux, » dit Voronov. De l'intérieur du char, il voyait à peine à 20 mètres. Le brouillard et la fumée du phosphore blanc avaient fusionné en un épais rideau gris. Parfois, ils apercevaient des ombres fugaces, des hommes qui courent, des silhouettes boitillantes des brancards. De leur côté, les Allemands maintenaient toujours leur position. Leurs officiers, face à ce nuage, hésitaient. Certains suspectaient une contre-attaque soviétique à grande échelle sous le couvert de la fumée. D'autres craignaient des mines piégées ou des tirs d'artillerie indirects. L'ordre d'avancer n'était pas donné, et personne ne voulait être le premier à s'engager à l'aveugle dans une embuscade. Ce retard sauva des vies. Un groupe d'observateurs d'artillerie passa près du 34 toussant et se couvrant la bouche. L'un d'eux frappa sur le flanc du char. « Bien joué, les gars. Vous venez de nous sauver la peau. » Voronov ne répondit pas. Il était concentré sur la carte posée sur ses genoux, calculant où pourrait se trouver la nouvelle ligne de retraite si tant est qu'il y en ait une. D'autres groupes suivirent. Certains se déplaçaient en silence, d'autres murmuraient des prières, des jurons ou les noms des hommes qu'ils avaient perdus quelques minutes plus tôt, puis les derniers arrivèrent. Un détachement de la compagnie K, se déplaçant plus lentement, transportant 2 blessés graves sur des brancards improvisés. Un homme fit un signe désespéré à Voronov. « Ils arrivent. Vous devez partir maintenant. » Voronov hocha la tête. Il attendit juste assez longtemps pour voir le dernier homme disparaître dans le brouillard. « Misha, » dit-il à son pilote, « mets les gaz, nous sommes les derniers. » Le char bondit en avant. Les chenilles crissaient sur le gravier, et la terre meuble se déplaçant vers l'ouest, en suivant la trace de fumée qu'ils avaient eux-mêmes créée. Pendant qu'ils avançaient, Voronov gardait sa trappe entr'ouverte, guettant les silhouettes. Amis ou ennemis? Soudain un éclair. Une mitrailleuse allemande ouvrit le feu depuis le flanc droit, tirant à l'aveugle, à travers la brume. Les balles ricochèrent sur la coque du char. Le blindé fut secoué par un tir rasant. Voronov se baissa instinctivement. Riposte. Feu de suppression seulement. Sokolov fit pivoter la tourelle, tirant un obus explosif vers la source du bruit. L'obus frappa la lisière de la forêt, et l'explosion illumina la fumée pendant une fraction de seconde, avant que le rideau gris ne se referme. Le silence revint. Ils continuèrent d'avancer, passant devant des camions calcinés, des casques abandonnés et de rares fusils. Le champ de bataille ressemblait à un cimetière en mouvement. 3 minutes plus tard, ils atteignirent le bord de la fumée. Les premiers rayons du soleil matinal commençaient à percer le brouillard à l'est. Et là, juste au-delà de la dernière crête, ils la virent, la ligne de retraite soviétique. Des dizaines d'hommes regroupés derrière des camions, des sacs de sable et des barricades improvisées. Des infirmiers couraient de l'un à l'autre. Des officiers criaient dans des radios. Quelqu'un installait une mitrailleuse Maxim.
Ce n'était pas beau, mais c'était la sécurité. Quand le T-34 gravit la colline, et apparut des acclamations retentirent. Les tankistes ont percé, ils sont encore en état de marche. Depuis sa trappe, Voronov leva la main, un geste à mi-chemin, entre une salutation et un signe de la main. Derrière eux, la fumée tourbillonnait encore, gagnant de précieuses secondes supplémentaires. Quelques autres retardataires apparurent toussant et saignant mais vivants. L'encerclement avait échoué. Les Allemands avaient hésité, et dans cette hésitation, les combattants soviétiques s'étaient échappés. Tout cela à cause d'un seul tir, d'un seul obus interdit. À l'intérieur du 34, Ignatov laissa enfin échapper son souffle. La prochaine fois que quelqu'un dit que les obus fumigènes sont inutiles, je lui mets mon poing dans la figure. Belov se mit à rire. La prochaine fois que quelqu'un dit que nous n'avons pas d'option, je lui dirai « Attendez le vent ». Voronov ne dit rien. Il jeta simplement un regard par-dessus son épaule, observant la trace de fumée s'estomper un sillage de survie et de succès. Le soleil du matin se levait plus haut. Le soleil du matin se levait plus haut alors que les dernières traces de fumée commençaient à se dissiper. Ce qui avait été un champ de bataille ressemblait maintenant aux séquelles d'une tempête, équipement éparpillé, arbres déchiquetés, parcelles de terre brûlées. Mais à travers ce paysage dévasté, près de 200 soldats soviétiques s'en étaient sortis vivants. Le 34 de Voronov s'arrêta derrière une ligne de sacs de sable hâtivement érigés. Un infirmier se précipita immédiatement pour vérifier l'équipage, mais Voronov le repoussa d'un geste. « Nous allons bien, dit-il. Occupez-vous des autres d'abord. » Autour de lui, les survivants s'effondraient sur le sol, toussant, buvant de l'eau. Certains étaient assis en silence, d'autres pleuraient. Personne ne parlait beaucoup. Ils savaient tous à quel point il l'avait échappé belle. Un lieutenant de la compagnie K s'approcha. Son visage était maculé de boue et de suie. « Lieutenant Voronov !» Voronov se leva, secouant encore les cendres de sa tunique. L'officier lui tendit la main. « Vous nous avez donné un temps que nous n'avions pas. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça a marché. » Voronov la serra. C'était juste de la fumée. L'homme sourit amèrement. La meilleure putain de fumée que j'ai jamais vue. Au quartier général du régiment, les rapports initiaux étaient chaotiques. Unité hors de position, contact perdu, forces ennemies sous-estimées. Tout indiquait que les combats près de Smolensk seraient enregistrés comme une catastrophe, une erreur tactique coûteuse sur un front, par ailleurs en progression. Mais ensuite, les messages des survivants arrivèrent non seulement sur le fait qu'ils s'étaient échappés, mais aussi sur la manière dont un seul char contre les ordres avait utilisé un obus fumigène au phosphore blanc pour couvrir la retraite. Cet acte avait retardé les blindés allemands, semé la confusion dans la coordination ennemie et sauvé 2 sections d'infanterie complètes ainsi qu'un groupe d'artillerie avancé. Aucun officier n'avait été tué, seulement 14 blessés. Des dizaines de vies sauvées. Certains le décrivirent même comme un miracle. Mais le commandement n'aimait pas les miracles qui se produisaient sans ordre. À midi le 12 juillet, Voronov et son équipage furent convoqués au poste de commandement mobile. L'atmosphère était formelle, tendue. Le colonel Raymond Slonov, un officier strict et réglementaire de l'état-major de la division, ne perdit pas de temps. « Vous avez utilisé du phosphore blanc en violation du protocole », dit-il en feuilletant un carnet. « Sans autorisation, sans coordination préalable, sans confirmation avec l'aviation ou l'artillerie. C'est une violation directe des règles d'engagement en vigueur. » Voronov se tenait au garde à vous. « Oui, camarade colonel. J'assume l'entière responsabilité. » Slonov leva les yeux par-dessus ses lunettes. « Avez-vous la moindre idée de ce qui aurait pu se passer si le vent avait tourné ?»« Oui, camarade colonel, » répondit Voronov. « Nous serions morts de toute façon. » Un silence s'installa dans la tente. Puis une autre voix s'éleva. Le major Anisimov, chef des opérations de la 30e division. Il leva les yeux de son rapport. « Camarade colonel, » dit-il doucement. Ils ont sauvé 192 hommes, y compris les 3 observateurs avancés. Sans cette fumée, nous serions en train de ramasser des corps aujourd'hui. Le colonel Slonov jeta un nouveau coup d'œil au rapport. Il ne sourit pas, mais il ne discuta pas non plus. « Vous ferez l'objet d'une enquête officielle, » dit-il à Voronov. « Mais officieusement, bien joué. » Et ce fut tout. Pas de médaille, pas de cérémonie. Juste la reconnaissance que quelque chose avait bien tourné. Dans les jours qui suivirent, la bataille de Smolensk se poursuivit. Les Allemands ne parvinrent pas à percer. Leur contre-attaque s'enlisa. La supériorité aérienne alliée revint dès que le temps s'éclaircit et les troupes soviétiques reprirent leur progression vers l'ouest. La fumée sur cette colline ne devint qu'une petite note de bas de page dans une campagne plus vaste.
Mais pour les hommes qui ont survécu, elle était tout. Une semaine plus tard, un aumônier organisa un petit service improvisé près d'un verger de pommiers aux abords de Smolensk. Pas de croix, pas de discours, juste un rassemblement de ceux qui avaient survécu. Le lieutenant Alexei Voronov parla peu ce jour-là. Il se tenait avec son équipage écoutant. Quand quelqu'un lui demanda comment il avait eu l'idée de la fumée, il haussa simplement les épaules. « Parfois on n'a qu'un seul tir », dit-il. L'astuce, c'est de savoir quand appuyer sur la détente. Conséquence et reconnaissance, l'enquête officielle eut lieu 5 jours plus tard. Elle se déroula dans un bâtiment scolaire réquisitionné qui servait de quartier général temporaire à la division. Les fenêtres étaient encore brisées par les bombardements. Une faible odeur de plâtre humide, de craie et de diesel flottait dans l'air. Voronov arriva dans une tunique propre, ses bottes cirées, le regard droit devant lui. Il n'avait pas amené son équipage. Il n'était pas convoqué. L'affaire concernait un homme et une décision. La commission était composée de 3 officiers, un major de la logistique, un conseiller juridique et un vétéran du combat d'une autre division. Le ton était procédurier. Ils demandèrent à Voronov de raconter en détail ce qui s'était passé le matin du 12 juillet. La disposition de l'ennemi, son observation de la direction du vent, l'état du terrain, la proximité des unités amies, et bien sûr pourquoi il avait décidé d'utiliser un obus au phosphore blanc interdit. Voronov leur dit tout sans phare, sans excuse. Il conclut simplement « Je croyais que la fumée retarderait l'ennemi assez longtemps pour que nos hommes puissent s'échapper. Et ça a marché. » Après qu'il eut fini, une longue pause s'installa. Le juriste parla le premier. « Lieutenant Voronov, êtes-vous conscient que dans d'autres circonstances, l'utilisation non autorisée de phosphore blanc aurait pu justifier une sanction disciplinaire ?» « Oui, tout à fait conscient. » Le major de la logistique ajouta « Comprenez-vous les risques auxquels vous avez exposé les unités, sous le vent y compris de possibles pertes amies, si le vent avait changé ?»« Oui. » Finalement, le vétéran du combat se pencha en avant. Sa tunique arborait l'étoile de Héros. Il avait été à Stalingrad et à Koursk. J'ai lu tous les rapports d'après-action. Vous connaissiez les risques et vous avez quand même pris la décision. Vous avez pris un risque calculé et vous avez gagné. Voronov ne dit rien. Le vétéran continua. Il faut plus que du courage pour faire ça. Il faut du jugement. Il se tourna vers les autres. Je recommande qu'aucune sanction ne soit prise. Il n'y eut aucune objection. Le rapport final stipulerait. Le lieutenant Alexei Voronov a agi en dehors du protocole standard, mais en accord avec la nécessité du combat et un jugement tactique sain. Aucune mesure disciplinaire n'est recommandée. Officieusement, la nouvelle se répandit rapidement. En une semaine, des officiers de 3 unités différentes demandèrent à Voronov des débriefings d'après-action. Ils voulaient savoir exactement comment il avait évalué le vent, jusqu'où il avait estimé que la fumée se propagerait, combien de temps elle durerait. Sa décision, autrefois considérée comme imprudente, était désormais étudiée. Au début du mois de septembre, une directive discrète fut diffusée parmi les unités blindées. Dans certaines circonstances, l'utilisation de la fumée pouvait être autorisée à la discrétion des commandants sur le terrain si elle augmentait les chances de survie de l'unité. Les règles avaient changé légèrement mais de manière significative. Quant à Voronov, lui et son équipage furent retirés du secteur de Smolensk et réaffectés pour soutenir des opérations plus proches de la frontière allemande. Ils combattraient en Biélorussie puis plus tard dans l'offensive Vistule-Oder. Ils survécurent aux 2. En novembre de la même année, Voronov reçut une petite enveloppe contenant un avis dactylographié. Il était décoré de l'ordre de l'Étoile rouge pour l'exécution exemplaire de missions de combat. Il n'y eut ni cérémonie ni photographe. La décoration lui fut remise au quartier général avec un formulaire à signer. Il regarda longuement la petite boîte avant de la ranger dans son sac. Plus tard dans la nuit, Ignatov demanda « Tu vas en parler à ta famille ?» Voronov haussa les épaules. Ils demanderont probablement pourquoi ça a pris si longtemps. Belov intervint. « Tu penses que ton coup de la fumée sera un jour dans les manuels ?» Voronov eut un léger sourire. « Peut-être, mais j'espère que personne d'autre n'aura à l'utiliser. Ce n'était pas le genre de gloire dont on lit dans les journaux. Il n'y eut pas de défilé. Mais parmi les hommes qui avaient traversé cet écran de fumée et survécu, le nom de Voronov devint plus qu'un simple grade. Il devint synonyme de confiance. Et en temps de guerre, la confiance était plus rare que les médailles. Stratégie, leçon et héritage, les historiens décriront plus tard la bataille près de Smolensk
comme un tournant non pas en raison de son ampleur mais de ce qu'elle a révélé. Sur le papier, la contre-attaque allemande de l'opération Wirbelwind était une manœuvre audacieuse. Elle impliquait plus de 100 voltéicules blindés, y compris des divisions de Panzers-SS d'élite. Leur objectif était stratégique, percer vers l'Est et scinder le front soviétique en deux. S'ils avaient réussi, tout l'élan de la campagne d'été aurait pu être brisé, mais ils ont échoué. Et bien que l'aviation et la coordination alliées aient joué un rôle énorme pour repousser l'assaut allemand, les petits moments inattendus ont également compté. Des moments comme celui qui s'est produit sur la crête près de Smolensk le 12 juillet 1943. Les analystes militaires qui ont étudié la bataille plus tard ont noté l'impact psychologique de l'utilisation de la fumée par Voronov. Le commandant de l'infanterie allemande qui menait l'assaut sur la crête a rapporté dans son journal de campagne « Visibilité nulle, position ennemie incertaine, crainte d'une embuscade sous couvert d'un voile chimique, ordonné d'interrompre temporairement l'avancée ». Cette interruption temporaire dura près de 12 minutes. Pendant ce temps, les combattants soviétiques s'échappèrent. 12 minutes qui changèrent tout. D'un point de vue stratégique, l'incident a confirmé une vérité aussi vieille que la guerre elle-même. L'information et la perception comptent autant que la puissance de feu. Les Allemands, bien que mieux équipés et plus expérimentés, ont hésité parce qu'ils ne savaient pas ce qui se trouvait derrière la fumée. En temps de guerre, l'hésitation est un tueur silencieux, et dans ce cas, elle a sauvé des vies. Les actions de Voronov ont également provoqué un changement discret dans la doctrine. Les écoles de blindés ont commencé à intégrer une utilisation plus flexible de la fumée. Au lieu de considérer les obus fumigènes comme un outil d'urgence de dernier recours, on a commencé à enseigner aux soldats à les voir comme des atouts tactiques, des multiplicateurs de force, lorsque le moment, le terrain et la météo étaient bien utilisés. Ce fut un changement subtil, non spectaculaire, mais durable. En dehors du domaine militaire, l'histoire n'est jamais devenue largement connue. Il n'y a pas eu de gros titres, pas de films d'actualité mettant en scène Voronov ou son équipage. Cependant, pour ceux qui l'ont vécu, ce moment est resté vivace. Le soldat Garald Jenson, l'un des fantassins blessés secourus ce jour-là, a écrit plus tard dans une lettre à sa femme « Je ne connais pas le nom du gars dans le char qui a tiré cet obus fumigène, mais je sais une chose, je lui dois. Ma vie. Nous tous ». Cette lettre a ensuite été archivée au musée central des forces armées à Moscou. Un autre soldat, le caporal Ilya Ford, a écrit de brefs mémoires après la guerre. Il y a inclus un chapitre intitulé « Le mur de fumée », où il a décrit l'expérience « Nous étions des morts en sursis. Puis le monde est devenu gris, et à travers ce gris nous avons trouvé le chemin du retour. » Pour Voronov, l'héritage fut encore plus silencieux. Après la guerre, il refusa une offre de rester dans l'armée. Il retourna à l'Institut de génie civil de Moscou, obtint son diplôme et finit par trouver un emploi à la conception de systèmes de sécurité automobile pour l'usine automobile de Gorky. Ironiquement, l'homme qui avait un jour enfreint les règles pour sauver des soldats avec de la fumée a continué à créer des innovations structurelles qui ont sauvé des milliers de vies dans des accidents de voiture. Il parlait rarement de la guerre. Quand ses enfants lui demandaient comment c'était, il disait simplement « bruyant, rapide et plein de choix qu'on ne peut pas faire deux fois ». Mais un dossier jauni et étiqueté « Crête de Smolensk » est resté des années au fond de son placard. À l'intérieur, une carte, une photo de son équipage et une seule douille d'obus polis jusqu'à briller. Des années plus tard, longtemps après que les uniformes eurent été rangés dans des boîtes et les médailles oubliées dans des tiroirs, Alexei Voronov écrivit une lettre à sa jeune sœur. Il avait 62 ans. Il venait de prendre sa retraite et réfléchissait à une vie qui de l'extérieur semblait calme et ordinaire. Mais dans cette lettre perdue entre les souvenirs de vacances, d'été d'enfance et les discussions sur les moteurs de voiture, se trouvait un passage qu'il n'avait jamais partagé avec personne. 12 juillet 1943. Je sens encore l'odeur de la fumée. Pas celle d'un incendie, mais celle qui te cache, qui t'enveloppe comme une seconde chance. Je n'étais pas censé l'utiliser. Nous étions censés tenir la ligne, obéir aux ordres, mourir en bons soldats si nécessaire. Mais quelque chose en voyant ces hommes-là, bas effrayés, saignant, essayant toujours de se porter les uns les autres, je ne pouvais tout simplement pas les laisser mourir pour un règlement. Ce jour-là, le champ de bataille m'a appris quelque chose qu'aucun manuel ne pourra jamais enseigner. Parfois, le seul bon choix est celui qu'on ne vous a pas appris à faire. La lettre fut retrouvée des années après sa mort.
Elle n'a jamais été destinée à être publiée, mais sa famille a décidé d'en faire don au musée des blindés de Kubinka, où elle est maintenant exposée sous le titre « Décision d'une fraction de seconde, le génie tactique sur le terrain ». Il n'y a pas de monument à Alexei Voronov, pas de documentaire, pas de mémoire à succès. Mais quelque part dans des archives silencieuses se trouve le témoignage d'un homme qui a changé le cours d'une bataille par un seul acte de jugement non autorisé. Et c'est peu, être là la vraie leçon parfois, l'histoire ne se souvient pas de vous pour ce qu'on vous a ordonné de faire, mais pour ce que vous avez choisi de faire quand personne d'autre n'osait le faire.